Et bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une machine de Hack the Box qui s'appelle Blue, qui est considérée comme easy, et on peut voir que c'est une Windows. Alors effectivement, le user rating montre bien que c'est vraiment une machine qui est très simple, et également on peut voir qu'il y a plus de root que user. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très certainement sur la machine, on arrive déjà en tant que root, et que les gens n'ont pas pris le temps d'aller directement rechercher le flag concernant le user. Normalement, le nom de la machine est censé nous donner un petit indice. Alors, c'est pas toujours le cas, mais là, en l'occurrence, ça l'est. Pourquoi? Parce que c'est une machine Windows et le nom c'est Blue. Pour les plus aguerris, vous aurez compris un peu quel est le chemin. Alors, première chose à faire, c'est directement d'aller ajouter notre nouveau host, donc blue, pardon, blue.htb de notre fichier etc host. Donc, il y a l'adresse IP 10.10.10.40, donc moi j'ai déjà fait. Et j'ai également fait un petit scan Nmap juste avant pour gagner du temps parce qu'il prenait quand même pas mal de temps. Donc ici on peut voir que scan, on le rappelle, c'est un alias de la commande Nmap que j'ai fait sur ma box avec le tiré grand A qui scanne tous les ports. Ici, bon, on donne le nom, mais vous pouvez voir que je n'ai pas eu besoin de faire le tiré grand P petit n qui permet de passer, de bypass on va dire le ping, parce que d'habitude sur les machines Windows, si elle ne répond pas au ping et qu'on lance un Nmap classique, le Nmap va nous dire non désolé, je ne peux pas scan cette machine parce qu'elle n'est pas considérée up. Pourquoi il ne la considère pas up? Parce que justement, avant de lancer un scan, il fait un ping sur la machine pour vérifier qu'elle répond bien. Ici, en l'occurrence, si on fait un ping sur blue.htb, alors ping n'existe pas effectivement, c'est ping, on peut voir que la machine répond bien, donc on n'a pas besoin de faire le "-pn" pour bypass le ping. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a du RPC, donc le RPC c'est les ports on va dire ouverts par défaut au niveau des box Windows. Là en l'occurrence on ne peut pas faire grand chose dessus, donc on va se contenter sur les ports SMB qui sont ouverts. Ici on a également une belle information qui est Windows 7 professionnel avec un service pack machin. Ok, donc naïvement, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer déjà à énumérer les serveurs Samba. Peut-être qu'il y a des choses qui sont dessus. Donc on peut lancer le fameux enum for Linux, qui est un script Perl qui nous permet d'énumérer des machines. Grand A pour tout énumérer, 10.10.10.40, notre machine. Là, il va se lancer, il va tenter de faire des trucs. On va voir que finalement, il va pas beaucoup fonctionner. Du coup, on va le laisser la tourner. Et en attendant, nous, de notre côté, on peut énumérer un peu plus manuellement avec la commande smb client. smb client-l pour lister les shares qui sont disponibles sur une adresse IP spécifique. Et on va spécifier notre adresse IP, enfin l'adresse IP de la box. Il nous demande un mot de passe pour un utilisateur. On ne rentre rien, enfin on entre quelque chose de vide. On ne rentre aucune valeur. Paf, et là on arrive à énumérer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait on y a accès de manière anonyme. Donc via un utilisateur aléatoire sans mot de passe. C'est un peu comme le Anonymous sur le FTP, sauf que sur le FTP on est obligé d'utiliser l'utilisateur Anonymous sans mot de passe. Là ça peut être n'importe quel utilisateur, ça n'a pas d'importance. On verra plus tard aussi que ça, il faut garder en mémoire qu'il faut spécifier au moins un utilisateur aléatoire pour pouvoir accéder aux shares. On verra plus tard, je vous le réexpliquerai vers la fin de la vidéo. Donc ici, on peut voir qu'on a plusieurs shares. Donc admin, C et IPC, c'est ceux de base. Bon, on ne va pas pouvoir faire grand-chose dessus. On a un autre qui s'appelle share et un autre user. Si on veut s'amuser un petit peu, on peut directement tenter de se connecter sur celui qui s'appelle users, parce que c'est celui qui a l'air d'être le plus intéressant. Donc on peut voir en attendant qu'à gauche, ça s'est passé. No reply, bon, apparemment, ça n'a pas trop fonctionné. Là, il a essayé de lister des shares, mais c'est pas passé non plus, donc voilà. Enum for Linux, c'est bien, mais pas tout le temps. Surtout que c'est Enum for Linux, mais je sais pas en fait si c'est possible d'énumérer du Windows avec, vu que là c'est lié à Linux, ou est-ce que ça veut dire que on doit le lancer à partir de la plateforme Linux? Je vous avoue que je sais pas trop. Donc là, on tente de se connecter dessus. On arrive à y accéder, ok, donc on fait un ls. Ici, on peut voir qu'on est est-ce que PWD fonctionne? Oui, on est dans bien le répertoire, enfin le share user. Dedans, on a default, on a public. Bon, on peut tenter d'aller, je sais pas moi, par exemple dans default, se balader un peu, auquel on a des informations, desktop, documents. On peut peut-être essayer d'aller dans le desktop. Peut-être qu'on a déjà accès au flag du user. Dire, ok, bah apparemment là, il n'y a rien. CD document.
ls, il n'y a rien non plus. Donc, on peut s'amuser un peu à parcourir le share. On va voir que finalement, il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant. C'est des documents, ls. Là, il y a un truc de desktop, mais bon, ça ne sert à rien. Donc là, en fait, finalement, sur les shares, il n'y a rien à voir. Là, je vais un peu vite. On aurait pu également énumérer, enfin, on aurait pu aller beaucoup plus loin, voir absolument tous les répertoires, aller dans l'autre share, etc. Mais je passe un peu pour la vidéo parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Donc là, le problème, c'est que, bah, en fait, on a déjà à peu près fait le tour de la box. Pourquoi? Parce que les RPC, on peut rien faire avec. Et là, bah, on a déjà énuméré ça, mais il n'y a rien à faire. On aurait pu voir aussi, peut-être qu'il y a moyen de push des fichiers directement au niveau du SMB, mais après, comment on fait pour y accéder? Bah, on ne peut pas, puisqu'il n'y a pas d'autres services qui pourraient faire appel à SMB pour exécuter les fichiers ou les scripts, les binaires qu'on aurait upload précédemment sur le serveur. Là, ce qu'on a comme information, bah, du coup, c'est une sorte de numéro de version. Là aussi, on peut voir qu'il y a un script qui a été lancé, SMB OS Discovery. Ça a été lancé pourquoi? Parce que quand j'ai fait mon scan de la machine, scan, c'est, bah, comme je l'ai dit précédemment, l'alias de Nmap, mais dedans, il y a le tiret grand A que j'ai précisé. Et dans le tiret grand A, il y a également le petit s grand C qui permet de lancer des scripts en fonction des services qu'on trouve. Là, on a trouvé le service SMB. Du coup, il y a des scripts liés à SMB qui sont lancés, notamment celui-ci, SMB OS Discovery, qui lui nous a remonté l'OS sur lequel tournait le service, notre target. Donc on voit que c'est Windows 7 professionnel machin bidule. Donc ce qu'on peut faire, c'est directement aller chercher sur Internet. Donc hop, on met exploit derrière pour regarder s'il y a des exploits. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'il y a des choses qui peuvent être vachement intéressantes parce qu'on a du MS17010 Eternal Blue. Eternal Blue, ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que dedans, il y a Blue. Le nom de la box, qu'est-ce que c'est? C'est également Blue, c'est sur du Windows et ça match exactement ce qu'on veut. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Donc, très certainement qu'il y a un module Metasploit avec ça qui tourne. Donc là, vous l'aurez compris, notre but, ça va être d'exécuter et d'exploiter cette vulnérabilité MS17010 sur notre machine pour pouvoir accéder directement, avoir un shell sur la machine. Alors là, en l'occurrence, aussi, on peut déduire que vu que là, tout le monde est passé route plutôt que user, très certainement, quand on va exécuter notre exploit, on va arriver route. Donc là, il y a deux manières de faire. Soit la manière, on va dire, un peu flemmarde avec Metasploit, donc juste en utilisant le module, ça fait tout automatiquement, on récupère un shell, ou la manière, on va dire, un peu plus manuelle, où il va falloir lancer des scripts, générer des payloads, faire en sorte de modifier quelques scripts pour l'uploader sur la machine, et obtenir un reverse shell par rapport à ça. Donc là, on va d'abord voir la façon, on va dire, la plus simple avec Metasploit, et ensuite, je vous montrerai comment faire pour récupérer un shell également, mais sans utiliser Metasploit. Bon, on va utiliser quand même MSF Venom, qui est une partie, on va dire, de Metasploit, mais on n'utilisera pas le framework complet. Donc je vais lancer MSF Console et on se retrouve juste après, parce que le temps que ça se lance, ça prend toujours un peu de temps. Ok, on se retrouve, alors ça, on peut fermer, on en a plus besoin. On se retrouve sur MSF, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher l'exploit. Peut-être qu'il y est, peut-être qu'il n'y est pas. Bon, en l'occurrence, là, il y est. Donc search, avec le terme qu'on veut chercher. Là, on en a plusieurs. Nous, on veut Eternal Blue, donc le premier, on va faire use 0. Et ensuite, on va lister les options qui nous sont disponibles. Donc, qu'est-ce qu'on doit spécifier? Ceux-là, ils sont pas obligatoires, ceux-là, ils sont obligatoires, mais ils sont déjà spécifiés. Donc, on a juste le remote host, donc l'adresse IP de notre machine qu'on va attaquer, et notre local host. Ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire set rhost 10.10.10.40. On va set notre lhost. Si on ne connaît pas notre lhost, on peut faire un IPA pour voir notre adresse IP au niveau de Tune0. Tune0 qui est notre l'interface qui est connectée au VPN de Hack2Box, qu'on peut voir hop, juste ici à droite. Une fois qu'on est connecté, on obtient l'interface Tune0 et on a notre adresse IP ici. Donc on va set lhost 10.10.14.6 et on va faire un petit options pour voir que tout a bien été pris en compte et qu'on est prêt à lancer. Il n'y a pas d'autres required. Ok. Exploit target, automatique target. Bon, c'est notre payload, c'est bien du Windows en 64 bits. On peut vérifier également sur notre Nmap pardon, que c'était bien du 64 bits. Est-ce qu'on peut le voir quelque part ici?
Je sais pas si c'est indiqué quelque part que c'est du 64 bits. En tout cas, on peut essayer en 64 bits et si ça marche pas, on pourra rétrograder en 32. Donc là, on lance avec run ou exploit, c'est la même. On va attendre un petit peu. Donc là, il y a un script qui s'est lancé au niveau de Metasploit qui vérifie que, donc là, c'est celui-là qui est lancé, un scanner qui vérifie que notre target est bien vulnérable. Là, en l'occurrence, elle y est, donc c'est bon. Là, il y a l'exploit qui est balancé. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est vraiment très compliqué. Ça parle de mémoire, de buffer overflow, ce genre de choses, donc c'est vraiment pas simple. On va attendre que on récupère un reverse shell. Ça peut prendre du temps, le payload peut se relancer plusieurs fois histoire que ça trigger. Et également, il y a une grande chance que ça fasse crash la machine. Eternal Blue est connu pour un peu casser la machine. Du coup, à chaque fois qu'on lance Eternal Blue, si jamais le script ou l'exploit fail, il faut très certainement reboot la machine, la reset. Donc aller ici, reset la machine pour... C'est comme si on en recrée une nouvelle en fait, toute neuve, pour relancer l'exploit pour que ça fonctionne. Donc là on peut voir que finalement il a réussi à envoyer le truc, win, meter ok. Si on fait un get UID, on peut voir qu'on est bien NT Authority System. Donc là ça veut dire qu'on a réussi à exploiter la vulnérabilité, qui était Eternal Blue, et qu'on est passé l'équivalent de root sous Linux, sauf que là on est sur Windows, donc NT Authority System, on a tous les droits. On a terminé la machine et on peut aller récupérer les flags qui sont nécessaires à la validation de cette machine. Là, en l'occurrence, je vous l'ai dit avant, je vais vous montrer aussi la manière, on va dire, manuelle d'exploiter cette vulnérabilité. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, une fois qu'on a lancé l'exploit et qu'il a réussi, il y a de grandes chances que la machine soit cassée. Et là, si on tente de lancer l'exploit de nouveau au niveau d'Eternal Blue sur la machine, on ne va pas pouvoir obtenir de shell. Pourquoi? Parce que ça a cassé la machine et il faut la reset. Donc on se retrouve tout de suite une fois que la machine est reset pour passer à l'exploitation manuelle. Ok, maintenant on se retrouve directement sur Google et ce qu'on va faire c'est que on veut chercher un exploit AMS17010 au niveau de GitHub pour pouvoir l'exécuter manuellement. Donc ici le premier qui ressort c'est celui-ci. Alors j'en ai testé d'autres aussi, mais celui-là on va dire c'est le plus complet. Et c'est celui qui marche le mieux, donc on se rend dessus, là je l'avais déjà ouvert ici, et on arrive ici avec pas mal de fichiers. Donc on va le télécharger sur notre machine, on récupère hop, le pass au niveau de l'URL, on fait un git clone de notre côté, là où vous voulez, et on a ensuite accès. Si je fais un ls-là, j'ai tout ce qui se passe là-dessus. Ok, ici ce qui va nous intéresser, c'est le checker.py ainsi que le zzz exploit. Soit, ok, on a ces informations-là. Alors, le problème, enfin le léger problème, c'est qu'ici, c'est pas compatible Python 3, donc il va falloir utiliser Python 2. Si vous ne l'avez pas sur votre machine, bonne chance pour l'installer, c'est assez complexe. Sous Kali Linux, je crois qu'il y a encore le 2 qui est installé. Sous les autres Linux classiques, genre Ubuntu, tout ça, je ne suis pas sûr que ce soit encore installé. Donc, il va falloir le faire si c'est pas le cas. Checker.py, qu'est-ce que c'est? C'est un script qui va aller checker. Alors, si on tente de le lancer, par exemple, Python 2 avec checker, qu'est-ce qu'il nous demande comme information? Il faut donner une adresse IP, ok? Et en fait, checker.py, ça va nous permettre de récupérer des informations concernant les named pipes. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails encore sur ce que c'est, comment ça fonctionne, tout ça, mais c'est ce qui va nous permettre ensuite de sélectionner celui qui correspond le mieux à nos critères pour lancer via l'exploit. Donc, on lance avec ça, et ici, il va tester les différents name pipes. Il va nous sortir des noms et nous dire si c'est OK ou pas. Donc là, en l'occurrence, sur les 5, il y en a 4 qui sont OK, donc on peut choisir un des 4, on s'en fout. Bon, pour l'exemple, je vais prendre le dernier qui s'appelle Browser, donc je le garde en mémoire, je sais que j'utiliserai Browser. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut générer un payload, parce que le problème, c'est que avant, quand on avait utilisé Metasploit, Metasploit, c'est un framework qui nous permet de juste lancer des modules des exploits, et eux, ils gèrent automatiquement les reverse shell, obtenir des shells, on va dire, interactifs. Ici, c'est pas le cas, donc il va falloir en générer un avec MSF Venom. Hop, donc moi j'avais déjà fait la commande. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec MSF Venom, on va générer un shell de type Windows, donc qui sera un reverse shell. On spécifie notre hôte actuel, donc sur lequel la target va devoir se connecter, donc c'est nous, et un port aléatoire qui n'est pas utilisé. Donc moi, par exemple, j'ai pris 443.
on veut que ce soit un binaire pardon, de format .exe et on redirige le tout vers un nom qu'on donne, par exemple shell.exe. On le lance, on va attendre un peu que ça se génère et une fois que c'est fait, on aura notre shell qui est prêt à être exécuté pour qu'on puisse obtenir un reverse shell. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir un autre terminal et directement lancer un netcat dessus. On écoute, donc on se met en écoute sur le port qu'on a spécifié juste avant, 443. Alors effectivement, comme c'est un port qui est en dessous du port 1000, ici, il faut qu'on soit en sudo, parce que sinon on n'a pas les droits nécessaires pour écouter sur ce port-là. Sudo, hop. Voilà, donc là on est en écoute sur le port 443. Ici, notre file, notre fichier, notre binaire, notre exploit a bien été généré de reverse shell. On peut faire un ls shell pour vérifier, effectivement, shell.exe pour vérifier qu'il est bien là. Ok. Bon, maintenant, je vous ai dit, faut qu'on ait, on a besoin du fichier qui s'appelle zzzexploit.py. Donc on va aller le modifier dedans. Et ce qui nous intéresse ici, alors, il nous explique un peu comment ça fonctionne, machin bidule. Vous vous rappelez tout au début, quand je vous ai parlé de SMB, vraiment au tout début de la box, je vous ai dit, quand on se connecte, c'est un peu comme le mode Anonymous de FTP, sauf qu'ici on a besoin d'un username aléatoire et aucun mot de passe. De base, ici, il me semble que quand vous téléchargez le script, on peut directement aller voir sur le GitHub. Si vous allez dedans, il n'y a peut-être pas de username, mais pas de password. Donc peut-être qu'il y en a un, voilà. Voilà. Ici, on peut voir que ligne 3435, il n'y a rien. Donc, il faut mettre un username. Vous pouvez mettre n'importe quel, Toto, Tata, votre pseudo, on n'en a rien à faire, ça n'a pas d'importance. Il faut juste que ce ne soit pas une chaîne libre. Une chaîne vide, pardon. Donc une fois qu'on a ça, ça c'est pour que l'exploit puisse se connecter à SMB pour pouvoir ensuite l'exploiter. Donc ça, ok, ça c'est intéressant. On va ensuite descendre presque tout en bas au niveau de l'exploit. Donc c'est ligne 970, quelque chose comme ça. Donc là on est tout en bas, on remonte un petit peu et on va chercher une fonction qui s'appelle SMB-Pawn, voilà, donc celle-là. SMB-Pawn, pourquoi elle est intéressante? Parce que, en fait, c'est celle qui va spécifier quel fichier on va devoir envoyer à travers SMB, on va devoir upload sur SMB pour qu'il soit exécuté. Donc ici, on peut voir qu'en fait, on doit spécifier un nom d'exécutable à envoyer et le chemin où est-ce qu'il sera envoyé. Donc là, sur la machine, en fait, on dit que nous, de notre côté, ce qu'on veut envoyer vers la target s'appelle shell.exe. Et on veut le mettre sous le répertoire, donc à la racine, et qui s'appelle test.exe. Ok. Ici, évidemment, il faut que ça matche ce qu'on a généré juste avant avec notre payload. Si vous avez généré un payload que vous avez appelé avec MSVenom, que vous avez appelé, je sais pas moi, reverse.exe, alors ici, il va falloir le changer en mettant reverse.exe. Je ne sais pas de base quel est le nom qu'ils ont donné au payload. Alors, ça charge. Ici, de base, ok, ils ont create file, donc nous on l'a un peu modifié, SMB send file. Donc on a juste appelé SMB send file, on a enlevé le create. Oui, ok, en fait on a un peu modifié la fonction SMB pawn. Donc là on garde le SMB connexion, celle-là, sauf que toute la partie ici, on va pas créer un fichier, comme on l'a déjà généré en fait. Donc là c'est juste un POC qui va créer un fichier pawned.txt. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut upload un fichier. Donc, on dit qu'on va send file, le fichier qu'on a en local, et ensuite l'exécuter. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut quitter. Oui, on valide. Hop. Et ce qui nous reste à faire, c'est faire un... Alors, si j'arrive à écrire, Python 2, notre script, zzzexploit, l'adresse IP de notre target, 10.10.10.40, et ensuite, à la fin, alors, ce qu'on peut faire avant, ça, c'est juste envoyer. Donc là, il nous demande notre fichier, l'adresse IP de la target et le namepipe. Namepipe, on se rappelle, c'est quand on a lancé ça juste avant, le checker, qui nous a spécifié ce qu'on pouvait utiliser. Donc là, en l'occurrence, on va faire un Python 2, zzzexploit, le 10.10.10.40 et ensuite notre namepipe. Donc moi j'avais dit que je voulais utiliser browser, c'est pas trop d'importance sur lequel on veut utiliser, il faut juste qu'il soit en OK. On va lancer, l'exploit va se lancer aussi. Donc là il se passe des choses et on peut voir qu'à droite on a récupéré notre shell, on était en écoute. Là si je tape un petit who am I, on peut voir que je suis NT Authority System. Alors on peut voir que là aussi à gauche
Maintenant, il y a des erreurs, ça crache et tout, mais on s'en fout, on peut quitter, vu qu'on a un shell sur la machine. Donc là, on est au même niveau qu'on était avant avec Metasploit. Donc on peut voir cependant que ça a pris beaucoup plus de temps et c'est un peu plus technique, on va dire, pour obtenir un shell si on veut le faire manuellement. MSF, oui, MSF Metasploit est beaucoup plus pratique pour ça, vu qu'en fait tout est automatisé. Mais si jamais vous n'avez pas accès à MSF, vous pouvez le faire manuellement. Donc c'est ce qu'on a vu. On peut voir juste rapidement ici que là je suis dans le Windows System 32, mais si je vais à la racine, hop, et que je fais un dire, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre test.exe. Qu'est-ce que c'est? Si on se rappelle, à la fin de notre exploit ici, dans notre fichier d'exploit Python, on avait dit qu'on voulait upload notre reverse shell qui s'appelait shell.exe à la racine et qu'on lui donne le name test.exe. Donc ça, c'est ça. Ça, en fait, c'est notre reverse shell qui a bien été upload sur la machine. Donc maintenant, il nous suffit de se rendre. Alors, c'est dans users. Donc là, on peut aller dans Harris pour récupérer le user Harris et on peut aller dans administrator pour récupérer le flag administrator. Donc voilà, cette machine est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Je pense que c'est assez intéressant quand même de voir la partie classique avec Metasploit, mais aussi la partie manuelle, parce que sur les write-up, la plupart des gens s'arrêtent vraiment à la partie la plus simple, on va dire, avec Metasploit. Mais c'est sympa aussi de voir comment on fait pour faire fonctionner un exploit de manière manuelle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien et bye bye.